J'ai constaté parfois à mon détriment que la transparence, loin d'assouvir la curiosité, la stimule et repousse les limites jusqu'à l'intimité. Oui, c'était vraiment une idée que j'avais, qui n'était pas simplement une idée de circonstance, c'était une idée de comportement dans les institutions. Je pense toujours que le président de la République doit bien sûr avoir la hauteur de vue nécessaire, doit disposer de l'autorité, parce qu'il peut utiliser la force. Je l'ai fait moi-même lors de l'intervention au Mali ou pour la Syrie ou pour l'Irak, qu'il a une responsabilité dans certaines circonstances d'être l'unité nationale par lui-même, on l'a vu pendant les attentats, mais tout en exerçant donc des prérogatives, en assumant des pouvoirs élevés, y compris, même si ça n'a jamais été fait, d'utiliser l'arme de dissuasion, puisque le président de la République, chef des armées, a également, ou d'un des rares chefs d'État à pouvoir le faire, la capacité d'utiliser le feu nucléaire. Mais que, tout en ayant ces pouvoirs importants et en n'en renonçant à rien, il doit être le plus proche possible des citoyens. Il doit être accessible. Il doit être humain. Alors j'ai vu cette formule, président normal, ça ne voulait pas dire un président ordinaire. Par définition, quand on accède à cette fonction, on a franchi des étapes qui font que vous ne pouvez pas vous considérer comme un Français comme les autres. Mais vous pouvez être aussi un Français parmi les autres. Vous n'êtes pas distingué des autres Français. Et partie de la presse, vous la connaissez, la presse, elle est changeante, elle est fluctuante. Une partie de la presse qui trouvait très bien ma conception quand j'étais candidat, peut-être aussi parce qu'il y avait mon prédécesseur à l'époque qui était président. Quand je suis devenu président, il n'a pas forcément admis cette manière de faire. Maintenant, il y a plutôt une aspiration à plus d'humanité dans l'exercice de la fonction. Donc c'est ce qu'il y a de plus difficile, si je peux vous faire cette confidence, dans l'exercice du pouvoir. C'est quelle est la part que l'on doit prendre pour garder la fermeté et l'autorité nécessaires, pour être respecté par les Français, et quelle est la part que l'on doit avoir pour respecter les Français, pour ne pas s'éloigner d'eux, pour ne pas donner l'impression de les mépriser ou d'être arrogant. Et c'est cette magie, c'est cet équilibre qui fait que le pouvoir peut être bien exercé. Mais il n'y a qu'en France qu'il y a autant de demandes de majesté. C'est-à-dire, dans les pays qui ont gardé des rois, les chefs de gouvernement sont beaucoup plus modestes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas moins influents, mais on laisse le protocole au roi et on fait la politique de manière humaine. Alors, dans un moment où vous tirez les leçons des décisions qu'on prend, vous faites un constat qui me parle, que je crois juste que pareil à cette année. Vous parlez d'une leçon qui vaut pour l'histoire. L'anecdote a supplanté le sens. L'écume est regardée comme la mer. Or, dans une action, c'est la trace qu'elle laisse qui juge sa profondeur. Ce n'est pas le temps passé à une décision qui compte, c'est la durée qu'elle aura pour le bien commun. L'anecdote a supplanté le sens. Ouais. Alors je suis sans doute l'un des premiers présidents qui a été en exercice lorsque l'Internet et les chaînes d'information se sont déployées. Justement, vous dites que les chaînes d'information, ça a été un progrès. Moi, je ne crois pas du tout. C'était un progrès par rapport à l'OFR, on peut dire. Ouais, d'accord. Trop fort. Sous mon prédécesseur Nicolas Sarkozy, déjà il y avait eu l'irruption d'Internet. Et lors de ma présidence, les réseaux sociaux ont pris une place considérable. Et les chaînes d'information se sont multipliées et ont eu des audiences également considérables. Or, ça change beaucoup dans l'exercice du pouvoir. Le pouvoir, il doit toujours reposer sur une forme de mystère. Ne serait-ce que pour qu'il garde son attrait ou sa majesté. Si tout est dit, si tout est connu, si rien n'est particulièrement valorisé, comment justifier une action au nom de l'intérêt général? Donc, qu'est-ce que provoquent les chaînes d'information, d'abord? Le fait que le président de la République ne puisse pas intervenir comme il le faisait précédemment par des grandes conférences de presse
ou en allant au journal de 20h, ou en faisant... Vous dites que c'est désuet les conférences de presse, c'est vrai? C'est devenu désuet. C'est devenu désuet dans la mesure où aujourd'hui, vous allez... Ça va t'arriver, faire des conférences de presse, j'en ai fait pratiquement tous les 6 mois, qui durent des heures, et dont les chaînes d'information vont diffuser en direct à des heures où généralement personne ne regarde la télévision. Bon. Et on va faire un petit extrait à 20h, et qu'est-ce qui restera? Alors que moi, on est à peu près de la même génération, j'avais le souvenir des conférences de presse Général de Gaulle, de Pompidou, de Mitterrand, qui mettait immédiatement le citoyen à la hauteur du président. Il y avait des phrases qui allaient rester longtemps dans nos mémoires, et avec des faits historiques qui devenaient ces conférences de presse. Donc celui qui a compris le mieux le caractère désuet de tout cela, qui en a terminé avec la politique traditionnelle telle qu'on pouvait la mener, c'est Donald Trump. Donald Trump, lui, il ne fait plus de discours, il ne fait plus de conférences de presse. Il fait un tweet le matin, un tweet le midi, un tweet le soir. C'est tragique. Et quand il ne dort pas, un tweet la nuit. Et on pourrait se dire, mais franchement, la presse a considéré qu'elle ne peut pas rendre compte de cette manière de faire. Mais la presse, elle n'a même plus son mot à dire. Elle est dépassée, elle est contournée, elle est même moquée, elle est même, d'une certaine façon, écartée. C'est lui qui donne l'impulsion, c'est lui qui donne finalement le ton. Prenons un exemple. Notre-Dame brûle. Nous le savons quasiment, nous tous, grâce aux réseaux sociaux, une demi-heure après que le feu se soit déclaré. Et au bout de la 35e minute, vous avez un tweet de Donald Trump qui dit non seulement Notre-Dame brûle, mais il faut envoyer les Canadaires sur Notre-Dame. C'est-à-dire comme si il donnait des ordres. Alors, voyons, on peut en sourire en disant mais quel est ce monde? Mais il faut bien comprendre que maintenant, ce monde de l'information, c'est-à-dire de l'éclatement de l'information, de l'individualisation de l'information, fait que pour les démocraties, c'est beaucoup plus dur que pour les dictatures. D'abord parce que dans les dictatures, tout le système des réseaux sociaux est contrôlé. Dans la démocratie, tout est libre. Et parfois, ça charrie de la haine, ça charrie de la fausse information, ça charrie surtout de l'impossibilité de se rassembler. Et puis deuxièmement, parce que tous ces phénomènes font qu'on ne donne plus de la rationalité, on n'explique plus. Si moi, je prenais 10 minutes et un quart d'heure pour expliquer comment on allait faire baisser le chômage, il y avait une partie de mes interlocuteurs qui déjà avaient décroché. Si je fais sur un tweet le chômage va baisser, bon, on peut le croire ou pas le croire, hein, mais ça va plus vite. Donc, où est la démonstration, la rationalité, l'équilibre, la modération? Donc on voit bien qu'on est rentré par ce système d'information dans une espèce de brutalité, de dichotomie. Et à l'évidence, les populistes et les extrémistes sont beaucoup plus à l'aise dans ce système d'information qu'ils contrôlent eux-mêmes. On s'est interrogé pour savoir si les Russes avaient pollué les élections américaines. Pour les élections européennes, ils n'ont pas besoin de les polluer, ils ont des extrêmes qui le font à leur place. Mais bien sûr que c'est sans doute vrai. Les Russes ont aujourd'hui des systèmes d'information, quelquefois officiels, qui font qu'on met du bruit. En mettant beaucoup de bruit, quelle est la vérité? Quelle est la réalité de l'information? Voilà, être président de la République aujourd'hui, c'est affronter un système d'information qui n'est plus simplement du contre-pouvoir. Et qui est la civilisation de l'anecdote. Qui est l'anecdote. Alors, l'anecdote, quelquefois je faisais de grands discours, j'espère que vous avez retenu, des discours importants lorsqu'il y avait des voyages à l'étranger ou même quand il y avait un sujet qui le justifiait, et puis ma cravate pouvait être tendue. Ça me paraissait très honnêtement, attention, la cravate est tordue. J'ai sous-estimé ce point-là. Parce qu'après, les gens me disent, quand même, vous avez déclenché la guerre au Mali, mais votre cravate était tordue.
Un président doit savoir faire ses nœuds de Un cravate. président il ne devrait pas tendre sa cravate. Oui, il doit savoir faire le nœud. Ou alors, je vous ai amusé tout à l'heure avec la pluie. Bon. Mais dès le premier jour, puisque j'ai vécu avec le baptême, quand même, pour ceux qui n'y croyaient pas, vous voyez, il y avait l'onction. Et la pluie, vous l'avez transmise à votre successeur. Il pleut beaucoup sur sa tête. Pas assez. Mais je trouve que c'était tout à fait accessoire. Il pleuvait et alors, il pleut. Et bien, il y a des scènes très belles depuis l'île de Sein. Pour moi, c'était un moment extrêmement émouvant de voir ces anciens combattants rincés, ceux qui avaient été les héritiers ou même quelques survivants, ceux qui étaient partis de l'île de Sein pour rejoindre le général de Gaulle. On était là dans la tempête. Il y avait quelque chose qui nous élevait tous. Mais après, on me disait, ah ben non, il a plu. Alors à la fin, j'avais quand même quelques formules toutes prêtes. Un jour, on m'a dit, alors quand même, qu'est-ce que ça fait d'avoir la cravate tordue? Vous imaginez la pertinence de la question, hein, que les journalistes peuvent avoir à l'esprit. Je préfère avoir la cravate tordue que l'esprit tordu. Et je reste sur cette ligne-là, si vous voulez. Mais les réseaux sociaux, je viens à la raison, les réseaux sociaux ne sont que sur l'anecdote, quelle qu'elle soit. Un photographe m'a dit, un jour il m'a accompagné à Haïti, et j'ai chuté dans l'escalier. Et il m'a dit, c'était un bon professionnel, il m'a dit, non, je ne sais pas diffuser la photo, parce que qu'est-ce qu'on aurait retenu? C'était que j'avais chuté dans l'escalier. Ouais. Donc on voit bien ce que l'anecdote peut dénaturer. Et dans le livre, je sais que j'avais fait un grand discours sur le Bourget, au Bourget, sur la finance. Ceux qui n'ont pas lu peuvent s'y reporter, même s'il n'y a plus rien à craindre pour vous maintenant. Et alors, je raconte ça dans le livre, je fais le meeting, et le meeting est très chaleureux, il y a beaucoup de monde, et à un moment, il y a un individu qui lance une chaussure dans ma direction. Je vois la chaussure passer devant moi. Ça surprend, ne le faites pas, mais ça surprend. Mais je me suis dit, et si la chaussure m'avait atteint ce jour-là? C'était le discours principal de la campagne. Le meeting était fini. Le meeting était terminé. Ah oui. Il était terminé. Je prends un autre souvenir. Lionel Jospin, dans un dernier meeting de campagne qu'il avait perdu en 2002, un jeune, pas forcément avec une mauvaise intention, lui a jeté de l'encre rouge. Pas forcément avec une mauvaise intention, mais avec un jugement. Non mais, c'était pas une agression. Et enfin, vous voyez bien à quoi il voulait en venir. Voilà, c'était son dernier meeting. On n'a plus jamais parlé du meeting, hélas, après de la suite de la carrière de Lionel Jospin. Donc on voit bien que l'anecdote, l'incident peut tuer un événement très important. D'où les questions de sécurité qui prennent une place de plus en plus importante, parce qu'il faut absolument que le président soit protégé, pas simplement face à ce qui peut le menacer, mais face à toutes les adversités. Ce qui nuit au rapport direct, c'est tellement agréable d'aller vers les gens, d'aller saluer, d'aller entendre même quelquefois des mots qui ne sont pas très agréables, et ça fait partie de la vie. Et donc si on enferme les présidents, si on les isole, après, ils peuvent ne plus comprendre le monde dans lequel ils sont. Bon, alors là, j'ai une question maintenant pas drôle du tout, et je vous invite à lire, c'est l'histoire des attentats, je vous invite à lire le récit dans le livre, parce que vous le donnez avec beaucoup de précision sur les deux attentats, mais quelque chose m'a frappé, c'est que vous expliquez vous expliquez, vous dites, et je me demande pourquoi, ça s'est passé comme ça, qu'après le Bataclan, la solidarité a été bien moindre qu'après Charlie Hebdo. Et pourtant, c'était encore un attentat de plus grande ampleur, et qui n'était pas ciblé, si j'ose dire, qui touchait des tas de gens. Oui, quand il arrive les premiers attentats, même si c'est difficile de dire quel était le premier attentat, d'une certaine façon, c'était déjà à Toulouse, Montauban, que ça s'était produit dans la campagne de 2012. Mais l'attentat contre Charlie a été, bien sûr, contre l'Hypercacher,
un attentat qui a eu une résonance mondiale. Et ce qui m'a le plus conforté, ému même comme président de la République, c'est de voir la réaction du peuple français. C'était un journal, Charlie Hebdo, qui n'était pas lu par une très grande majorité de nos concitoyens. Les journalistes étaient venus me voir un mois plus tôt, les dessinateurs de Charlie, pour me dire qu'il leur manquait de l'argent et qu'ils allaient sans doute arrêter la parution. Donc ce journal avait du mal, même s'il avait beaucoup de talent. Et puis il est attaqué, et d'un seul coup la France se rend compte que ce qui est visé, c'est moins un journal que la liberté. La liberté d'opinion, la liberté de caricaturer, la liberté de critiquer, la liberté. Et à ce moment-là, après arrive l'hypercacher, où là, ce sont des juifs qui sont tués parce qu'ils sont juifs, et repris en otage parce qu'ils sont juifs, et là aussi, il y a une réaction très forte de la population. Et les partis politiques, parce que ça existe les partis politiques, ça existe encore même, donc les partis politiques viennent me voir et disent voilà, on voudrait organiser une grande manifestation. Je dis parfait, c'est à moi de la conduire cette manifestation, mais si vous voulez défiler partout en France, toute facilité vous sera donnée. Et nous sommes le jeudi et le vendredi, Mme Merkel, on va y revenir, m'appelle et me dit voilà, Monsieur le Président, on devait dîner quelques jours plus tard, j'imagine que ce dîner est annulé. Oui, mais je vais venir à Paris pour la manifestation. J'ai dit, Angela Merkel, si vous venez à la manifestation dimanche, elle va changer de nature. Ce ne sera plus une manifestation nationale, ça va devenir une manifestation européenne et peut-être même internationale. Ce qui n'a pas manqué. Et le samedi veille, donc du dimanche, le Premier ministre israélien Netanyahou m'appelle et me dit « Je veux venir à Paris parce que les Juifs ont été tués et je considère qu'Israël est en cause. » Je dis « Bon, votre place est aussi à Paris, mais je vous préviens, je vais appeler Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, pour qu'on ait cette image de paix qui puisse aussi être diffusée de Paris. » Alors j'appelle Mahmoud Abbas, qui me dit « Je voudrais bien venir, mais j'ai pas d'avion. » On a réglé ça à notre façon. Mais la fierté qui a été la mienne, ça a été de voir à Paris, parce que ça ne se voit nulle part ailleurs, à Paris, une manifestation de chefs d'État et de gouvernement. Des manifestations contre des chefs d'État et de gouvernement, on en voit partout. Mais des manifestations de chefs d'État et de gouvernement à Paris, dans des conditions de sécurité qui étaient inouïes. Netanyahou, il pensait que le car dans lequel on l'emmenait était blindé. Je fais croire jusqu'au bout qu'il était blindé. Mais on n'avait pas pu... Mais je comprends. Il était inquiet. On arrive boulevard Voltaire où il y avait la manifestation qui devait durer une demi-heure. On avait assez bloqué des heures, c'est l'enfer. Vous des heures, mais eux une demi-heure. Alors, Netanyahou, puis d'autres, regardez les immeubles, là, boulevard Voltaire. Il me dit, vous avez fait évacuer tous les immeubles. Oui. Bien sûr, on a fait évacuer. Ça dit, il y avait quand même des snipers sur les toits. Bien sûr. Non, je vais montrer les snipers, bien sûr. Mais au deuxième et au troisième étage, ce n'était pas des snipers. Et donc les gens sortaient de chez eux, se mettaient sur les balcons et applaudissaient les chefs d'État et de gouvernement. Donc Netanyahou, j'ai vu dans son esprit, j'ai dit, même, ils sont forts, hein, la police française. Donc non seulement ils nous protègent, mais en plus ils nous applaudissent. Donc, bon, ça c'était une fierté, c'était votre fierté. Parce qu'il n'y a que pour la France qu'il peut y avoir un mouvement comme celui-là. Il n'y a que les Français qui peuvent, à plus de 5 millions, descendre dans la rue. Et il n'y a que la France qui peut accueillir. Vous avez vu, il y a beaucoup d'autres attentats partout dans le monde. Des attentats horribles. Mais c'est la France qui est touchée, c'est vers la France que l'on va. Mais le 13 novembre, on est 6 mois plus tard, le Stade de France, les terrasses, et puis le Bataclan, toute la nuit. Et là, je sens une atmosphère qui a considérablement changé. Un doute, qu'est-ce qui se produit? Est-ce qu'on n'est pas victime d'attaques, d'une guerre? Oui, bien sûr.
Est-ce que le gouvernement, l'État a tout fait pour nous prévenir? Et je vais jusqu'au Bataclan avec Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, on marche quelque part. Il y a encore des gens qui sortent hagards du Bataclan. Et puis il y a une personne qui est à sa fenêtre. Et puis alors, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ça? Et on ne répond pas dans ce moment-là, on ne va pas dire quoi que ce soit. Je comprends aussi sa colère. Mais je me dis, là, le pays peut basculer. Il peut se diviser. Il peut y avoir entre nous une suspicion, pas simplement sur la politique, mais sur les différences qui sont celles que nous connaissons à l'intérieur du pays. Et c'est la raison pour laquelle je suis amené à faire des discours sur l'unité nationale. Et j'étais là aussi fier que nous ayons pu sortir de ces attentats sans nous fracturer, sans nous diviser, sans nous opposer, et en montrant une belle image de la France. Je voudrais qu'on dise un mot de l'Europe quand même, c'est le moment avant de vous libérer. Donc vous parlez de contraintes de l'unanimité. Alors, est-ce qu'il faut revenir sur cette unanimité? 2, est-ce que c'était une bonne idée l'élargissement pour l'Europe? Quand le mur de Berlin s'est effondré, donc 1989-1990, et que ces pays qui avaient connu le joug soviétique ont demandé à rejoindre l'Europe au nom de la démocratie. François Mitterrand et Helmut Kohl ne pouvaient pas faire autrement, Genès Jospin et ensuite Jacques Chirac pour la France et Schröder pour l'Allemagne, ne pouvaient pas faire autrement que de les accueillir. On les a accueillis sans doute avec une illusion, c'est que rentrant dans le marché commun, accédant à un niveau de vie meilleur, et ayant été privés de démocratie et de liberté, ces pays convergeaient vers nous, adopteraient les mêmes règles de vie que nous, n'auraient aucune raison de succomber au nationalisme ou à l'extrémisme, ils venaient de connaître. Et puis on s'est rendu compte, et c'est là que j'en ai été un des acteurs et un des témoins principaux, au moment où se passent les réfugiés. Nous sommes donc, à peu près 20 ans plus tard. Les réfugiés viennent de Turquie, donc passent par la Grèce, d'autres viennent d'Afrique et passent par la Libye, et à un moment arrive au cœur de l'Europe. L'Allemagne qui avait fait beaucoup pour l'intégration des pays de l'Est, Mme Merkel en particulier, la France qui avait accepté de participer à cette réunification de l'Europe, alors même que ce ne sont pas des pays pour lesquels nous avions des frontières communes. Nous, notre regard porte davantage sur le sud que sur l'Est. Eh bien, lorsque nous avons dit à ces pays, à ces gouvernants, ne confondons pas les peuples et les gouvernants, bon, il faut partager l'effort. Madame Merkel vient de prendre 800 000 peut-être réfugiés. Soyez conscients que c'est une charge importante, même pour un pays riche comme l'Allemagne. Et quand Mme Merkel s'est tournée vers la Pologne, vers la Hongrie, vers la Slovaquie, vers la République tchèque, et ils ont dit tout simplement non, pas un. Pas un, et surtout si c'est un musulman. Mais ils ont dit on n'est pas responsable de la colonisation. Et ont ajouté. C'est ce que vous dites dans le bilan. Et ont ajouté, notamment vers la France et vers l'Italie, en disant mais ce sont vos populations. C'est vous qui avez été des puissances coloniales autrefois, et vous devez donc gérer les conséquences de vos choix. C'est la France qui a eu, avec le Royaume-Uni, un mandat au Moyen-Orient, pour le Liban, pour la Syrie. Voilà. Débrouillez-vous. Justement, le Royaume-Uni, est-ce qu'il n'était pas, qui s'en va maintenant, est-ce qu'il n'était pas très favorable à l'élargissement? Est-ce que c'était pas si, ici ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que l'Europe est devenue de plus en plus alignée sur les positions britanniques. C'est-à-dire un grand marché, une ouverture commerciale, des règles finalement assez peu contraignantes, une Europe qui était celle de la marchandise et des services. Ça compte quand même pour créer de la richesse. Et c'est au moment où l'Europe ressemblait plus au modèle anglo-saxon
que les Britanniques ont décidé de partir. Oui. Parce que finalement, dans un peuple quel qu'il soit, et c'est encore vrai pour des grandes nations comme la France et le Royaume-Uni, c'est pas sur l'économie que l'on se détermine, c'est sur son identité. Regardez, là, on vit une campagne européenne, je n'en parlerai pas beaucoup parce que c'est demain. Le sujet qui n'a pas été abordé du tout dans cette campagne, c'est celui du chômage. Alors qu'il y a 5 ans, on n'aurait parlé que du chômage. D'une certaine façon, l'Europe et les politiques que nous avons suivies, y compris en France, ont pu apporter des solutions. Donc, c'est plus le chômage, c'est la question de l'identité et aussi de l'immigration. Alors la question était, est-ce qu'on peut vivre à 27? Est-ce qu'on peut avoir d'autres élargissements? Moi, je vais vous répondre très franchement. Bien sûr qu'il faut rester à 27, et d'ailleurs, aucun pays ne va partir de l'Union européenne. Même ceux qui sont dirigés par des nationalistes et des extrémistes, ils ne veulent surtout pas quitter l'Union européenne, parce que ça leur rapporte l'Union européenne. Ça leur rapporte une sécurité, ça leur rapporte des marchandises qui circulent, ça leur rapporte des travailleurs qu'ils peuvent envoyer partout, ça leur rapporte une monnaie stable, etc. Personne ne veut plus quitter l'Europe. Il y a des moments, moi j'avais envie de leur dire, écoutez, allez-y, si vous préférez être avec Poutine, si vous préférez être avec Donald Trump, ne vous gênez pas. Donc ils ne veulent pas partir. Donc il ne faut pas non plus que nous les écartions. Ils sont dans l'Europe à 27, dès lors qu'ils respectent les règles de droit, la justice, etc., ils doivent y être. Mais il faut rompre avec l'unanimité. Mais il faut rompre avec l'unanimité, c'est-à-dire qu'il faut faire à quelques pays, la France et l'Allemagne d'abord, qui attireront ensuite sans doute la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, je l'espère, mais est-ce si sûr maintenant, pour faire l'Europe telle que nous la voulons, c'est-à-dire une Europe capable de se défendre, une Europe qui préserve l'environnement, une Europe des libertés, une Europe qui, sur la question de l'immigration, peut avoir une position commune, et puis une Europe qui est capable aussi de porter une politique étrangère. Voilà ce que moi je pense encore possible de l'Europe, parce que si on ne fait pas ça, l'Europe à 27, demain à 28 ou à 30, eh bien, plus rien n'avancera. Elle ne se disloquera pas, mais elle s'arrêtera. Donc il faut faire, dans cette Europe à 27, une Europe qui ressemblera d'ailleurs étrangement à la première Europe qui s'était créée en 1957. Bon, 3 petites questions, puis je vous le dis. La première, c'est, j'ai jamais pensé que la gauche accéderait aux responsabilités par temps calme. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire qui nous rappelle, quand ça va bien, et que le pouvoir est détenu par des conservateurs ou des modérés, pourquoi changer? Quand il n'y a pas d'inégalité majeure, quand il n'y a pas de rupture sociale, quand il n'y a pas de risque d'explosion sociale, pourquoi aller choisir la gauche? C'est pour ça qu'elle n'est venue que dans des circonstances assez exceptionnelles. Le Front populaire en 1936, parce que c'était l'impossibilité pour, à l'époque, la droite de poursuivre une politique économique. Et puis il y avait la préparation de la guerre. Ensuite, il y a eu François Mitterrand, bien longtemps après. Parce qu'il y avait la crise pétrolière qui avait frappé Giscard d'Estaing. Ensuite, Jacques Chirac a dissous l'Assemblée nationale, et ça a été Lionel Jospin qui est venu parce que c'était d'arriver à mettre la France pour qu'on la qualifie, si je puis dire, à l'euro. Et puis enfin, c'est parce que Nicolas Sarkozy n'arrivait pas à régler la crise de la zone euro que les Français ont changé. Mais ce qui fait que on est toujours très, très dur à l'égard de la gauche parce qu'on en attend beaucoup. Même ceux qui n'ont pas voté pour elle, d'ailleurs, en attendent beaucoup. Et alors ceux qui ont voté pour elle, vous imaginez. Encore pire. Et est-ce que c'était une bonne idée de redessiner les régions? Qu'est-ce que fait Limoges en Nouvelle-Aquitaine? Vous êtes de Limoges? Non. J'aime la Nouvelle-Aquitaine. Alors que moi, je suis de Tulle. Donc, j'ai été, pendant 30 ans de ma vie, élu de la Corrèze. Je n'étais pas le seul, vous savez. Mais à la fin, nous nous sommes très bien entendus. Il a même eu des paroles très aimables pour moi. Et je pense à lui souvent parce que je sais aussi ce qu'il a suivi. Donc, nous étions dans un département, la Corrèze, qui était dans une région la plus petite de France, le Limousin. Et quand on n'est pas riche, ce qui est le cas, on aime bien rester ensemble, en pensant que la solidarité de 3 pauvres vont suffire à assurer la prospérité.
Alors, comme président, j'ai dit, mais non, le Limousin, où on va le mettre? Vous pouvez le mettre avec l'Auvergne. Vous voyez? À quoi vous auriez pu échapper? On aurait pu le mettre avec l'Auvergne, parce qu'il y avait une géographie, massif central, etc. Les Limougeons ont dit, Clermont, n'en parlons pas, et Clermont a dit, mais Limoges, c'est une petite ville. C'est très intéressant, on veut toujours s'allier avec plus à l'ouest que soi. Donc, Limoges voulait s'allier avec Clermont voulait s'allier avec Lyon. Bon. Et donc, quel est le regard qu'il fallait porter? Il fallait porter un regard vers Bordeaux, parce que c'était une ville très importante. Et j'ai donc accepté de fusionner ma région, le Limousin, avec l'Aquitaine. Et en même temps, on a fusionné la région Poitou-Charentes avec l'Aquitaine, et ça, on ne l'a pas pardonné. Mais c'était mieux de le faire. C'est ça là dont je suis originaire. C'était mieux de le faire parce que, même si je comprends qu'il y a toujours des attachements, mais il faut que nos régions aient une capacité d'investissement. Il faut qu'elles puissent réaliser des équipements. Regardez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Il y a des territoires qui sont en grande souffrance, il y a des fragilités. L'État n'a pas assumé, j'en prends ma part, une politique d'aménagement du territoire pour permettre à des personnes qui ne vivent pas nécessairement dans des grandes villes de pouvoir avoir des services, des emplois qui correspondent à leurs besoins, des équipements, aussi un appareil éducatif. Et donc les métropoles et les grandes régions peuvent le permettre, à condition qu'elles partagent, à condition qu'elles jouent ce rôle d'équilibre du territoire. Moi je pense que la grande question qui va venir là, en ce moment, c'est, bon, vous avez bien compris, c'est comment on peut vivre ensemble, tous, alors qu'il y a tant de singularités, et comment on peut faire que tous nos territoires soient irrigués et soient véritablement valorisés. Alors ici, vous êtes sur un des plus beaux territoires, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes de transport, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes de mobilité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes de logement cher, donc il faut s'occuper des territoires. Et ça suppose des régions fortes, un État qui assure la solidarité et des citoyens qui s'engagent. Bon, j'en arrive à la fin. Une petite question et une citation. Alors, la petite question, c'est que vous dites, ce qui me semble très juste, on le voit bien aujourd'hui d'ailleurs, que vous avez toujours été réticent à l'égard de la société civile. Et on voit bien aujourd'hui ce que donne le fait de ne pas considérer que la politique est un métier. Moi, je pense que profondément, la politique est un métier. Civil au ministère des Finances. Qui vous a pris? Ça va. C'est ce que j'ai dû penser. Il faut néanmoins toujours avoir le souci d'aller chercher des talents, des expériences. Dans un gouvernement, c'est nécessaire. Mais vous avez raison, moi je crois, même si ici je n'aurai pas forcément toute la compréhension, que la politique, c'est pas simplement des individus qui s'engagent pour leur seul confort. Ce sont des élus qui vont se dévouer pendant des années et des années pour le bien commun, qui vont aller dans les permanences, écouter ce que disent les gens, faire valoir un certain nombre de politiques locales, avoir cette expérience irremplaçable de la relation humaine. Donc voilà ce que je crois, c'est qu'il faut mêler les expériences et il faut absolument que les grands partis se renouvellent complètement, mais demeurent des partis qui forment et qui sélectionnent des candidats. Et quelquefois, moi, ce qui m'a le plus servi, au plan international, ce qui m'a le plus servi, c'est mes connaissances de géographie. Quand je vois des lycéens, je leur dis, vous savez, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et si vous voulez comprendre ce qui va se passer dans le monde, apprenez ce que vous n'aimez pas beaucoup, la géographie. Parce que tout part de la géographie. Géographie physique, géographie humaine, tous les conflits sont des conflits liés à la géographie. Et puis pour le reste, faites votre expérience, allez voir les Français, passez du temps avec les Français. Moi j'ai été élu à 26 ans, vous voyez, un conseiller municipal. Donc la première fois que j'ai tenu une permanence d'élus, que des gens sont venus me voir en me parlant de choses que j'ignorais, avec des dossiers qui étaient grands comme ça, des conflits de voisinage qui duraient depuis des années. J'ai pas tout réglé, c'est même impossible, mais j'ai compris que c'était une demande, un cri, une alerte. Donc il y a une erreur qu'on commet souvent, on dit on va mettre des experts pour régler les problèmes. Non,
il faut avoir des experts, mais il faut avoir des responsables politiques qui soient profondément humains pour prendre des décisions. Alors je vais vous laisser sur une citation, je vais vous rendre, Monsieur le Président, et à ses lecteurs. Et ce livre, il ne faut pas seulement l'acheter, c'est bien pour les droits d'auteur de l'acheter, mais c'est bien de le lire, je crois. Et je vais vous laisser sur une citation qui est à méditer, à mon avis, à méditer très sérieusement. S'il est une leçon que j'ai retenue du pouvoir, c'est qu'à vouloir gouverner seul, on finit seul. J'en ajouterai deux autres. À vouloir se distinguer à tout prix de son prédécesseur, le plus probable est de rencontrer plus vite que prévu l'impopularité que l'on croyait éviter. À chercher la rupture vient par la force de la nécessité l'obligation de trouver rapidement l'apaisement. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci. Direct depuis Talloires, la fête du livre. On a assisté à une partie de la conférence du président de la République, ex-président maintenant. Josiane Savigno, qui a été d'abord une journaliste de justice. Et donc je lisais les papiers qu'elle faisait à cette époque. Thème abordé, vous avez entendu, thème abordé, c'était l'humour en politique. On a eu également une leçon sur l'Europe également. Et puis on a eu, voilà. C'est donc une présence de la place du village sur ce site, on dit bien à Talloires. Regardez-moi ça en face, la pluie qui tombe encore là-haut sur les sommets. Bonjour, bonjour, il pleut, vous voyez. Ça vous a plu la conférence? On vient d'arriver là. Ah bah écoutez, vous avez raté, hein. Vous la reverrez sur le site de la place du village Facebook Live, si vous souhaitez. Merci en tout cas. La pluie, alors bien sûr beaucoup d'humour au début, il a expliqué pourquoi il fallait de l'humour. Alors après, les commentaires, hein, j'ai vu défiler les commentaires, on est bien d'accord, on est là nous pour la fête du livre, on était présents parce qu'on voulait être présents effectivement pour une partie de la conférence. On va aller maintenant faire un petit tour au bord du lac et voir un peu les auteurs qui sont là nombreux aujourd'hui. 9e fête du livre organisée par Jean-Marie Gouriot. Le lac, la pluie évidemment. Et le président s'en est un peu amusé au début. Voilà, donc ça se passe comme ça. Et là actuellement, bah écoutez, voilà, il va rencontrer les gens qui sont venus le voir. On est présents parce que c'est un événement. Talloires fait ça tous les ans, ils le font bien. Il fait une très belle manifestation. La pluie, bah oui, la pluie tombe toujours, pas très chaud, mais enfin ça va s'améliorer les jours qui viennent. Voilà, donc les caméras sont nombreuses effectivement ici en direct live Facebook. Avec Jean-Michel Ribes, tiens, au premier plan ici, qu'on voit, qui est un ami de Jean-Marie Gouriot, avec nos confrères de France 3 également qui sont présents, bien sûr les gens qui sont avec leur appareil photo, et bien sûr la presse écrite ici. Il y a beaucoup de monde qui va approcher le président. Et voilà, toujours avec plein d'humour, hein, il est là, il a répondu décontracté. Hein, on l'a vu arriver tout à l'heure sur un autre poste hein, où je l'ai interviewé juste avant qu'il fasse la conférence. C'est bon enfant. Après, on est un week-end effectivement de politique, ça ne nous regarde plus, chacun fait ce qu'il veut quand il veut. En tout cas, on voulait être présent ici. Dans un instant, on ira faire un tour sur le bord du lac où on a évidemment beaucoup d'auteurs qui sont présents. C'est une très très belle manifestation évidemment ici. Manifestation qui est culturelle, qui est maintenant bon enfant avec un décor formidable. Souvent le soleil, pas le soleil cette année malheureusement. Ben voilà, ça se passe comme ça. Alors est-ce que parce que François Hollande est ici aujourd'hui qu'il pleut? On s'en est amusé tout à l'heure au début de sa conférence, mais bon, hein, ça peut arriver. Et puis il faut de l'eau, donc c'est une bonne nouvelle également. Voilà, ça se passe comme ça. Donc il a dédicacé son ouvrage hein, qui s'appelle Les leçons du pouvoir édition stock. Et voilà. Donc on approche toujours facile. Voilà, bah tiens, regardez, on a le retour caméra ici. Caméra sur caméra. Voilà, en direct live Facebook, toujours à la place du village aujourd'hui. La fête du livre, beaucoup de monde à Talloires, hein, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a toujours beaucoup de succès, ces conférences. Beaucoup de je vous en prie, monsieur, excusez-moi, allez-y. Hein. Voilà, bonjour. Allez-y. Laissez la place aux gens qui prennent des photos avec les souvenirs pour cette journée. Alors que la pluie continue de tomber, hein, évidemment, avec une pluie, c'est pas une grosse pluie, mais ça fait, bah ouais, c'est l'ambiance de printemps, le mois de mai, parfois humide, en direct live Facebook ici, depuis
Talloires, si vous nous rejoignez. Pour l'instant, on ira faire un tour du côté du bord du lac. On va voir quelques auteurs. Voilà. Merci, pas de souci. À tout bientôt. Harvey pas, comme on dit chez nous. C'était la conférence du président François Hollande ici à Talloires. Merci, à bientôt. Et bonne journée.